Écoutez, d'abord, je crois que je suis née dedans. Mais au-delà de cette réponse un peu convenue, en fait, j'ai commencé à travailler au cabinet de la communauté du Pays d'Aix. Et là, l'amour de la chose publique est venu parce que je me suis rendu compte que la politique, c'était pas simplement, effectivement, des discours. C'était bel et bien aussi, je veux dire, des projets sur le terrain. Et ça m'a... C'est toujours difficile en politique. Je dirais, évidemment, il y a ses inconvénients quand on est né déjà dans cet univers. Mais enfin, ceux qui n'y sont pas nés ont d'autres inconvénients. Donc je crois que c'est assez unanimement partagé. Être maire de la ville d'Aix-en-Provence, c'est quand même c'est magnifique. Évidemment, c'est beaucoup de travail, c'est une abnégation, mais c'est magnifique. Donc, je l'envisage. Disons que j'y pense et que j'aimerais beaucoup. Voilà, c'est plus juste. Après, c'est le maire de la ville qui décide. Je suis très bien dans l'Union des démocrates et indépendants. Je suis moi-même, je pense, assez indépendante sur le plan politique et intellectuel. Donc, UDI, ça me va parfaitement. Donc, évidemment, il y a une proximité idéologique, pense-t-il, plus importante. On verra. Je leur réponds que ce qui compte, c'est ce que font les gens. Voilà. Et qu'il faut regarder ce qui a été fait sur la ville et sur le Pays d'Aix depuis 15 ans pour comprendre qu'il y a eu, que la ville a été totalement transformée et que je pense qu'il y a peu d'Aixois qui s'en plaignent. Donc après, je crois que ce sont des vains mots. Il y a des êtres, il y a des personnes. Je pense que j'ai bien fait mon travail jusqu'à présent. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait si j'étais maire, hein, d'ailleurs. Mais j'espère que ça serait bien. Et je pense que chacun a ses chances. Si le gouvernement Macron décidait, ou plutôt le Parti En Marche, décidait de présenter un candidat, donc ça serait plutôt sur la métropole. Voilà ce que j'en pense au jour d'aujourd'hui, mais je peux me tromper. Il y a un certain nombre, bien sûr. Il y a le prolongement de la ville, d'abord, avec le BHNS, le quartier de la Constance, l'ouverture de la nouvelle SMAC. Il y a aussi un bien vivre ensemble, notamment auprès des commerces, auprès des habitants de la ville, qui me tient beaucoup à cœur, et puis les quartiers populaires. Parce que les quartiers périphériques de la ville, que ce soit en Cagnane, Besson, La Pinette, Corcy, souffrent quand même d'un taux de chômage très important. Je pense qu'il faut encore accélérer l'éducation culturelle, l'accompagnement scolaire. Enfin, toutes ces problématiques me tiennent beaucoup à cœur. Je pense que tous les maires ont cette position tranchée, même ceux qui se résignent au jour d'aujourd'hui. On voit très bien que l'institution a mal fou à fonctionner. Et nous n'étions pas contre, je veux le redire, parce que véritablement nous avons tous fait bloc, quelles que soient nos étiquettes politiques, contre l'institution qu'on voulait, que le gouvernement souhaitait imposer sur le territoire. Nous étions d'accord pour un pôle métropolitain, qui pourrait très bien porter le nom de métropole, ça c'est pas un problème, mais avec 4-5 compétences stratégiques, c'est-à-dire une métropole de projet. Par exemple, on parlait de transport tout à l'heure. Oui, les transports, c'est un domaine qui peut être, et dont il est souhaitable qu'il soit métropolitain. L'environnement, l'université, certains aménagements du territoire, certains développements économiques. Mais pour le reste, nous avons la chance d'avoir un territoire polycentrique avec 6 bassins de vie, puisque demain, ça risque d'être le périmètre départemental, ce sera 7 bassins de vie, et très différents les uns des autres, avec chacun une identité propre. Et c'est très important de maintenir l'identité territoriale. Voilà, moi je suis pour la décentralisation, vraiment. Parce que si il y a fusion métropole, département, mais qu'il y a toujours le même nombre de compétences, donc de charges financières pour la métropole, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je serais pour une métropole de projet qui pourrait effectivement être sur un périmètre départemental, pourquoi pas. Mais si demain, le budget de la métropole s'impose au département, c'est un budget qui est quand même très endetté, 2 milliards de dettes, ce n'est pas rien. Sans compter les transferts qui pourraient se faire dans l'avenir, que nous ne souhaitons pas, mais qui seraient eux aussi budgétairement diffèrent, il faut bien le dire. Et ça veut dire que le département ne pourra plus aider les communes de la même manière. Ça veut dire aussi qu'il n'assumera plus ses compétences de santé et sociale de la même manière, alors que nous avons un département qui marche bien. Donc nous souhaitons garder une institution qui marche. Donc pourquoi pas, à condition qu'on rende les compétences communales aux communes. La métropole
métropole du Pays d'Aix a été conçue dans nos esprits pour pouvoir échapper à une métropole qui effectivement ruinerait notre territoire. Donc si c'était le moyen d'y échapper, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui seraient ravis de pouvoir l'intégrer et qu'elle pourrait s'étendre. Voilà. Donc oui, je pense que ce serait une bonne idée. En fait, le modèle qui me paraîtrait être le meilleur, c'est celui qui est accepté à Lyon. C'est-à-dire qu'il y a la ville de Lyon, qui est la ville centre d'une grande métropole, et à côté de ça, il y a la ville de Saint-Étienne, puis un pôle métropolitain, qui elle-même est une communauté urbaine, mais au-dessus, il y a un pôle métropolitain, qui assume des compétences stratégiques. Ça pourrait être intéressant. Parce que ça permettrait tout de même une sorte d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y aurait des charges de solidarité que l'on payait précédemment, d'ailleurs, aux territoires qui sont moins bien lotis, et en même temps une véritable ambition au niveau de l'aménagement et des transports. Ça, ce serait important pour notre territoire. Mais ce n'est pas du tout de cette manière-là que cette métropole a été conçue. J'ai eu, je pense, trois chefs de bataille, on va dire, sur ce texte. Le premier, c'est celui des collectivités territoriales, parce qu'il faut savoir que la plus petite commune de montagne va être concernée par le RGPD. Imaginez, une cantine, une petite école communale avec une cantine. Un enfant a des allergies. Ce sont des données sensibles, ce sont des données de santé. Un enfant ne mange pas de porc, données religieuses. Et ça, généralement, c'est géré comment dans les petites collectivités, sur des tableaux Excel. Donc, il n'y a pas forcément le degré de sécurité que le RGPD exige. Le RGPD a d'abord été fait pour les GAFA. Et en cela, c'est une très très bonne chose. Mais au niveau des petites collectivités, elles ont besoin d'aide. Et nous avions proposé au Sénat d'abord d'avoir un fonds qui permettrait de les aider dans les coûts de mise en conformité, de traitement. Dans le deuxième temps, nous avions prévu que la CNIL, effectivement, produirait un certain nombre de documents à leur attention, qu'elle pourrait se mutualiser avec d'autres collectivités de leur choix, parce que ça se fait généralement un petit peu territoire par territoire, et ils ont retenu uniquement la mutualisation. Nous avons prévu, conformément d'ailleurs à la loi sur la République numérique qui avait été votée, nous avions prévu qu'il y ait des mentions sur chaque décision individuelle qui avait été décidée en partie au moins par un algorithme, qu'il y ait des mentions donnant le code source de l'algorithme et puis les voies de recours possibles pour l'usager. Or là, il n'y a aucune mention qui se fait dans l'administration, même si cela a été voté. C'est pour ça que nous avions proposé la nullité. Nous avions demandé évidemment que les mentions manuscrites, que ces mentions-là figurent sur l'ensemble des décisions. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a notablement réduit cette exigence en disant que ce serait uniquement dans le cas où la décision serait prise sur le fondement du seul algorithme. Et ça ne paraît pas logique avec les droits et les libertés publiques. Le président de la République a fait un discours très éloquent là-dessus au Collège de France, sauf que la transparence de l'algorithme de la plateforme sera connue, évidemment, mais ceux locaux, non, parce qu'il y a une loi qui est passée, qui est la loi OR, donc sur l'éducation, l'orientation des étudiants, qui prévoit que pour protéger le secret des délibérations, les exigences de transparence, en l'occurrence, sont réputées satisfaites. Or, elles ne sont pas du tout réputées satisfaites. Il faut savoir que, vu le nombre de dossiers, il va y avoir un tel encombrement que, bien évidemment, les 3/4 seront traités uniquement par le biais d'algorithmes. Mon inquiétude s'est un petit peu tarie après la décision, une délibération de la CNIL qui est intervenue le 22 mars, laquelle dit que la transparence doit s'appliquer et que ça sera le sens du RGPD. J'ai eu énormément d'élus locaux au téléphone. Ils sont tous atterrés pour une raison simple, c'est qu'on ne reproche à Marie Joissains ni enrichissement personnel, ni emploi fictif. Donc ça devient difficile après de dire détournement public. Il y a des tas de gens qui ne connaissent pas le droit, ou même ceux qui le connaissent, et qui ne sont pas au fait du dossier, qui pourraient penser qu'effectivement il y a eu de l'argent qu'elle aurait pris, mais pas du tout. Aucun enrichissement personnel ne lui reprochait, aucun emploi fictif. Donc je pense que c'est un réquisitoire d'une rare violence. Conseil de territoire de mardi, où on nous annonce qu'il faut enlever 10% sur le budget de fonctionnement 2018 du Conseil de territoire.
ce qui signifie toucher évidemment aux subventions associatives, puisque budget fonctionnement, c'est quoi? Ce sont les emplois d'une part, les subventions d'autre part. Les emplois évidemment n'y touchent pas, et heureusement. Donc nous avons pris la décision quand même de voter toutes les subventions qui étaient prévues. C'est ce qui se fait actuellement sur une école, sur un collège du jazz de Bouffan, le collège du jazz de Bouffan d'ailleurs. C'est une formule qui s'appelle orchestre à l'école, où le conservatoire apprend à jouer de la musique aux enfants du collège et est subventionné pour ça, ou plutôt reçoit un mécénat pour cela de la part du Rotary. Et je pense que c'est important d'avoir le lien entre la société civile, la compétence culturelle et en même temps l'éducation. Ça, c'est un joli.